Je demandais à Anne-Laure Gourmand de nous rejoindre. Donc, chargée de mission Viginature au Muséum national d'histoire naturelle, qui va nous présenter un dispositif de collecte de données reposant sur les contributions bénévoles de la part du public, ce qu'on appelle la science participative. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des atouts et des limites des sciences participatives pour les observatoires. Donc, je vais mettre le diaporama. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc, les atouts et les limites des sciences participatives pour les observatoires, sous-entendu de biodiversité. Donc, j'ai surtout axé mon discours autour de la collecte de données et autour de la structuration du réseau, pour rester le plus fidèle possible à la thématique de la journée. Je vais quand même commencer par une brève introduction sur qu'est-ce que c'est que la biodiversité, parce que c'est une notion vraiment complexe. Tout le monde ne met pas la même définition. Donc biodiversité, donc, ça veut dire diversité du vivant, mais on le mesure à différentes échelles. La première échelle à laquelle on pense, c'est celle des espèces. Donc on appelle ça la diversité spécifique ou taxonomique. Quand on se place à l'échelle d'une espèce et qu'on regarde la diversité, là on va regarder les diversités génétiques, on va parler de la diversité génétique. Et ensuite, quand on se place à une échelle plus large, on va regarder les fonctions écologiques des espèces, les espèces forestières, les espèces insectivores, etc. Donc on va parler de la diversité écologique. Et quand on regarde ensuite les interactions qu'il y a entre le monde vivant et le milieu physique, par exemple la topographie, etc., la nature du sol, on va parler de diversité écosystémique. Et en fait, c'est l'ensemble de toutes ces notions-là qui définit la biodiversité. Donc biodiversité, c'est une notion complexe, et collecter des données pour avoir des indicateurs de biodiversité se révèle un exercice qui n'est pas simple. Alors qu'est-ce que c'est? Pour simplifier, on va se placer à l'échelle des espèces. Alors qu'est-ce que c'est qu'une donnée de biodiversité? La première chose, ça va être au moins les espèces, un observateur, une date et un lieu. On va dire que ces 4 facteurs sont le socle minimum d'une donnée de biodiversité. Et avec ce type de données, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Au moins des cartes de répartition. Mais si on veut aller un peu plus loin, si on va avoir d'autres informations, donc par exemple suivre l'évolution des espèces au cours du temps, faire des projections, des prédictions, ou alors faire des modèles pour essayer de comprendre le pourquoi du comment telle espèce réagit de telle manière à tel facteur ou interagit de telle manière avec telle espèce. Là, on va avoir besoin d'autres types de données. Et donc, la donnée de biodiversité va se complexifier. Donc, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Là, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet des sciences participatives. Et je vais vous parler plus particulièrement d'un programme qui est Viginature. Donc Viginature, l'objectif, c'est de suivre dans le temps et dans l'espace l'évolution de la faune et de la flore commune au niveau national. Donc c'est un observatoire national qui est coordonné par le Muséum national d'histoire naturelle, qui est animé, déployé par des associations de protection de la nature et qui est mis en œuvre par des observateurs volontaires. Alors pourquoi la faune commune? Déjà, c'est une faune qui constitue vraiment le socle de la fonctionnalité des écosystèmes. Ça va être une faune et une flore indicatrices des changements globaux notamment, ou de la fragmentation du paysage. Et ça a un aspect pratique aussi, c'est que c'est une faune et une flore facilement accessible. On peut facilement mobiliser tout public sur ces espèces, puisqu'on peut les trouver dans le jardin, au centre-ville, on en trouve partout. Voilà. Alors, je vais vous expliquer quelques protocoles. Donc, Viginature est constitué de plusieurs observatoires différents. Le premier qui a vu le jour, c'est le suivi temporel des oiseaux communs en 1989. Alors, comment ça se passe? Un observateur se déclare et il y a un carré de 2 km sur 2 km qui est tiré au sort dans un rayon de 10 km autour de son habitation. Pourquoi tirer au sort? J'y reviendrai tout à l'heure. Mais qu'est-ce que l'observateur fait? Donc, il définit 10 points dans ce carré. Et pour chaque point, il va rester 20 minutes et va faire un point d'écoute. Donc, pendant 5 minutes, il va rester immobile et écouter tous les oiseaux qu'il entend au chant. Donc, il faut savoir identifier les oiseaux au chant pour participer et observer aussi les oiseaux.
qu'il voit, les dénombrer et reporter ça sur une feuille. Et donc il va répéter cette opération 10 fois dans son carré. Il va la répéter 2 fois dans l'année, une fois en avril-mai et une autre fois en juin, et ce, tous les ans. Voilà, donc ça c'est le principe de base du protocole. Cet observatoire compte aujourd'hui 2000 carrés en France qui sont suivis, assez bien répartis au niveau national. Un autre type d'observatoire, lui, s'adresse à un public novice, pas forcément, qui n'a pas forcément de compétences naturalistes en commençant. C'est l'observatoire des papillons de jardin. Donc là, on va être moins exigeant au niveau des compétences initiales et au niveau de la rigueur du protocole. On va demander aux gens donc, de choisir un jardin. Donc en général, c'est leur jardin. S'ils n'ont pas de jardin, ils peuvent aller dans le square d'à côté ou dans le jardin municipal, enfin peu importe. Et il va y aller régulièrement dans ce jardin et relever les papillons qu'il voit. Et on va l'aider en fait avec une liste simplifiée d'espèces de papillons. Donc soit des espèces simples à identifier, soit des groupes d'espèces avec des espèces difficilement différenciables. Donc on va les regrouper. Et il va avoir le choix dans un lot de 26 espèces de papillons. Et chaque mois, il va reporter ces données. Alors la particularité, la subtilité, c'est qu'à chaque passage, il ne va pas additionner ses observations, mais il va prendre le nombre maximum d'individus qu'il a vus en une seule fois. Par exemple, s'il voit 2 pierrides un jour, qu'il retourne le lendemain, qu'il voit 3 pierrides, à la fin du mois, il dira « j'ai vu au maximum 3 pierrides et non 5 ». Ça, c'est pour éviter le double comptage. Alors cet observatoire des papillons a été élargi à d'autres groupes, donc sur les escargots, les coléoptères, les bourdons. Et l'ensemble de ces observatoires, donc, qui regroupent l'observatoire de la biodiversité des jardins, suit aujourd'hui 10 000 jardins au niveau de la France, de manière assez bien répartie aussi sur le territoire. Donc un autre protocole qui a vu le jour en 2010, c'est le suivi photographique des pollinisateurs, donc le SPIPOL. Le principe là, c'est de suivre donc les insectes pollinisateurs. L'observateur choisit une fleur, une espèce de fleur ou un massif de fleurs. Il va rester 20 minutes devant ce massif et va photographier tous les insectes qui viennent se poser sur des fleurs. À la fin de cette session de 20 minutes, il va sur son ordinateur, il trie les photos, il recadre les photos, il les rentre sur le site du SPIPOL. Il va identifier ces photos avec des outils d'identification assistés par ordinateur qu'on leur propose. Ces outils, comment ils fonctionnent? En fait, les observateurs vont répondre à des questions. Quelle est la couleur des ailes? Quelle est la taille des antennes, etc. Et avec cette description, il va petit à petit arriver soit à des espèces, soit à des groupes d'espèces. Et via les outils d'identification qu'on propose, il a la possibilité d'identifier à peu près 600 espèces ou groupes d'espèces d'insectes floricoles. Donc cet observatoire, ça fait 2 ans. Et donc le dernier chiffre qui date d'hier, c'est 41 500 données. Donc ce qui est très encourageant. On est vraiment content du succès et très encourageant pour la suite. Un dernier protocole que je vais vous présenter simplement pour vous illustrer les différents publics qu'on vise. Donc Propage, protocole papillon gestionnaire. Là, c'est un protocole qui s'adresse aux jardiniers, donc aux jardiniers municipaux, suite à une demande croissante des collectivités territoriales. Donc là, ça part un peu du protocole des papillons de jardin, sauf qu'on l'a un peu plus standardisé, on met un peu plus de contraintes. Donc le jardinier fait un transect, donc un linéaire de 100 mètres, au cours duquel il va relever les papillons dans la liste simplifiée d'espèces de papillons qu'on propose pour l'observatoire des papillons de jardin. Il va répéter cette opération 3 fois dans l'année. Alors je reviens sur la structuration des données. Donc les données Viginature de ces différents observatoires vont avoir globalement la même structure. C'est-à-dire, on va toujours avoir l'espèce, l'observateur, la date et le lieu, mais on va y rajouter d'autres choses. La méthode de collecte qui va être standard pour tous les observateurs, prise de photos pour les insectes pollinisateurs, écoute des chants d'oiseaux, etc. La période de données qui va être définie, donc au printemps pour les oiseaux, etc. La pression d'observation qui est standardisée, donc 20 minutes de photos, 5 minutes de point d'écoute. La description du paysage aussi qui est standardisée, donc l'observateur
décrit son paysage avec une grille de description qu'on lui propose, et la surface aussi est renseignée, la surface du jardin par exemple, voilà. Et ces données-là, elles sont répétées dans le temps et répétées dans l'espace. Et c'est ça qui constitue les données des observatoires Viginature, c'est cet ensemble-là. Alors les observatoires, aujourd'hui on en compte une dizaine au sein du programme Viginature, avec une série donc, qui s'adresse plutôt à un public naturaliste, un public qui a déjà des compétences au départ, donc sur les oiseaux, sur les papillons, sur la flore, nouvellement donc les libellules, les chauves-souris, les oiseaux des champs qui n'ont pas encore de logo. Donc des observatoires pour un public gestionnaire et novice, donc Propage, le protocole papillon gestionnaire, et une série d'observatoires qui s'adressent plutôt au grand public. L'observatoire des papillons, escargots, bourdons, le spipole, et depuis cette année Sauvage de Maru, un observatoire qui s'intéresse à la flore urbaine dans les interstices des trottoirs ou dans les pieds d'arbres. Alors, comment se structurent tous ces réseaux ? Il faut savoir que chaque observatoire s'adresse à un réseau un peu particulier et s'appuie sur des réseaux associatifs qui ont leur organisation, qui ont leur structuration, qui ont leur histoire. Donc il n'y a pas un modèle de structure de réseau qui se calque sur les différents observatoires. Mais j'ai quand même essayé de faire l'exercice de vous présenter une structuration globale qu'on retrouve dans chacun des observatoires. Déjà, le facteur commun, c'est que chaque observatoire est né donc, d'une association entre le laboratoire donc, du Muséum national d'histoire naturelle et une association animatrice. Le rôle du muséum, c'est de concevoir les protocoles en amont et en aval, de collecter les données et d'analyser les données. Le rôle des associations, elle, c'est de mobiliser les réseaux, de proposer les outils pédagogiques, les outils de formation, toute la communication qu'il y a autour, surtout la mobilisation des réseaux. Donc les associations vont interagir directement donc, avec les observateurs. Un phénomène qu'on observe depuis récemment, c'est que les observateurs s'organisent entre eux, notamment via les réseaux sociaux type Facebook, où les observateurs créent des groupes et s'organisent entre eux des sorties. Donc ça, c'est très encourageant. On a des coordinateurs régionaux, donc des relais à l'échelle régionale qui ont un contact plus direct avec les acteurs locaux, avec les observateurs. Les coordinateurs régionaux ont accès aux données des observatoires à leur échelle et sont invités à valoriser ces données à l'échelle régionale. Et on essaie de plus en plus de proposer des formations statistiques pour que les observateurs, pour que les relais locaux soient le plus autonomes possible dans l'analyse des données. Des associations naturalistes qui mobilisent donc les bénévoles, des gestionnaires d'espaces naturels qui souhaitent donc s'investir dans un observatoire national, mais aussi avoir un retour et avoir une vision à l'échelle de leur site qu'ils gèrent pour essayer de faire la part des choses entre les variations que je vois, est-ce que c'est dû à ma gestion ou est-ce que c'est dû aux tendances globales, du changement global, voilà. Les collectivités territoriales qui sont de plus en plus présentes dans ces réseaux, donc interagissent soit avec les citoyens qui mobilisent leurs agents ou qui travaillent avec des associations naturalistes, des entreprises qui font leur apparition aussi, des écoles, donc des professeurs qui mobilisent leurs élèves autour de ces observatoires, et puis les médias qui ont un rôle très important pour relayer l'information, pour faire la promotion, faire connaître les observatoires. Alors, faire participer autant d'acteurs de nature différente et surtout des acteurs bénévoles, des acteurs volontaires, ça sous-entend de faire des compromis. Donc, quel type de compromis ? Déjà, quand on propose un protocole, il faut faire le compromis entre les compétences qu'on va demander et le nombre de participants. Plus on demande de compétences pointues, plus on va s'adresser à un public très particulier. Par exemple, le suivi temporel des oiseaux communs, on s'adresse à des ornithologues qui savent identifier les oiseaux au champ. Donc on a potentiellement un nombre plus restreint d'observateurs. Moins on va demander de choses précises, et plus on va potentiellement avoir d'observateurs. Donc là, tout dépend de ce qu'on veut faire de l'observatoire.
jusqu'à quel degré d'analyse on veut aller. Donc là, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut. Un autre compromis, c'est entre la représentativité du territoire et la motivation des participants. Tout à l'heure, je vous ai dit que les carrés du suivi temporel des oiseaux communs étaient tirés au sort. Pourquoi on les tire au sort? Parce que si on dit aux gens « allez où vous voulez », ils iraient que dans les parcs nationaux, dans les réserves, là où ils se font plaisir, où ils voient plein d'espèces. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une vision la plus représentative possible du territoire. Et pour un écologue, ce qui est une donnée avec plein d'espèces, c'est tout aussi important qu'une donnée où on lui dit « là, je n'ai rien vu ». Seulement, là où on ne voit rien, c'est extrêmement démotivant pour les observateurs. Donc là aussi, il faut faire la part des choses entre la représentativité du territoire qu'on veut et puis la motivation des participants. Et une autre difficulté ou une autre chose à laquelle il faut faire attention, donc c'est potentiellement les erreurs d'identification, puisqu'on s'adresse à différents publics avec des niveaux différents. Donc ces erreurs d'identification ne sont pas forcément problématiques dans le sens où on les connaît à l'avance. Je vais vous montrer des exemples comment on évalue le taux d'erreur d'identification. Déjà, on enfonce des portes ouvertes. On essaie de montrer ce qu'on sait déjà avec le jeu de données nouvellement récolté. Là, je vous ai mis la carte de répartition donc, de l'escargot de Bourgogne que j'ai tirée de l'INPN, de l'Inventaire national du patrimoine naturel. Et je vais vous présenter la carte d'abondance prédite donc, de l'escargot de Bourgogne via l'Observatoire des escargots de jardin. Donc quand c'est jaune, c'est qu'il n'y a pas d'observation, et plus on va vers le marron foncé, et plus l'espèce est abondante. Et donc le parallèle entre les deux cartes est plutôt rassurant. Si les Bretons et les gens des Pyrénées avaient vu des escargots de Bourgogne, on se serait inquiété. Donc là, les observateurs, visiblement, savent reconnaître les espèces. Un autre type d'analyse qu'on peut faire, c'est de regarder la phénologie des espèces, c'est-à-dire que toutes les espèces ne vont pas être actives toute l'année. Là, j'ai pris l'exemple de l'aurore, donc un papillon plutôt précoce en saison, donc plutôt actif en avril et en mai. Et donc là, toutes les observations que vous voyez sous la ligne rouge pointillée, c'est des observations aberrantes. Donc des observations qui ont été faites en mars ou en juillet, août, septembre, des observations où le papillon est normalement pas présent. Et ça, cette erreur-là, elle est à 5%. Donc on peut dire qu'il y a 5% d'erreur sur l'identification de ce papillon. Un autre type de vérification, c'est tout simplement de passer derrière, donc de demander aux gens de prendre des photos, d'identifier les espèces qu'il y a sur ces photos, et de réidentifier derrière les photos et de voir le décalage qu'il y a. Donc c'est ce qui a été fait pour l'Observatoire des papillons de jardin, et là aussi on a trouvé une erreur de 5%. Alors 5%, c'est pas beaucoup, surtout quand on analyse un jeu de données dans son ensemble. Là on est vraiment à l'échelle nationale avec un gros lot de données. Donc 5% c'est un peu noyé dans la masse, et c'est une erreur totalement acceptable. Un autre volet que je voulais vous montrer, c'est celui de l'apprentissage. Les observateurs font de moins en moins d'erreurs au cours du temps. Alors, le taux d'erreur donc, pour le suivi photographique des pollinisateurs est plus élevé parce que les ambitions au départ étaient beaucoup plus grandes. Là, les observateurs peuvent potentiellement identifier 600 espèces ou groupes d'espèces. Donc ça, c'est le taux d'erreur de l'année 2010, donc de l'année dernière, qui évolue donc avant juillet, août et après août des différents groupes, donc coléoptères, diptères, hyménoptères, lépidoptères. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il a bien diminué au cours de l'année, que les observateurs ont un effet apprentissage. Et j'ai pu discuter hier avec l'animateur du SPIPO, donc Mathieu de Flores de l'OPI, de l'Office pour les insectes et leur environnement, qui m'informe que cette année, on n'a pas encore calculé le taux d'erreur, mais il a encore grandement diminué. Alors, un fait intéressant pour le SPIPOL, c'est qu'il y a un forum en fait, qui est associé à cet observatoire, et les observateurs ont accès aux collections des autres participants et peuvent s'auto-critiquer. Dire, ah non, là, je pense que tu as fait une erreur, là, tu as fait une erreur, etc. Et ensuite, il y a les spécialistes de l'OPI qui repassent derrière et qui valident. Et en fait, l'autocritique est de mieux en mieux. Les observateurs ont un niveau qui augmente.
Alors, une fois qu'on a dépassé tous ces biais, une fois qu'on a une base de données bien propre, avec des données bien standardisées, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors déjà, au niveau national, donc là, je vous ai mis les courbes d'évolution obtenues depuis 1989 des différents groupes d'oiseaux, donc issus du suivi temporel des oiseaux communs. Donc là, les oiseaux sont regroupés par spécialité au milieu. Donc il y a des oiseaux qu'on va retrouver essentiellement dans le milieu forestier, d'autres essentiellement dans le milieu agricole ou dans le milieu bâti. Donc ces espèces dites spécialistes sont en régression depuis 1989 à l'échelle nationale. En revanche, les espèces généralistes, donc elles qui peuvent s'adapter à différents types de milieux, elles sont en augmentation de 20% depuis 1989. Un autre type d'analyse, c'est sur la dynamique des populations. Donc là, c'est une analyse issue des données du protocole papillon gestionnaire, où on a pu mettre en évidence l'impact du gradient d'urbanisation sur les communautés de papillons. Ah, déjà? D'accord. Bon, je me dépêche, j'ai presque fini. Et donc, on a observé que plus on va vers la matrice urbaine et plus on a des espèces généralistes, pardon. Et à partir de là, on a pu créer un indicateur de naturalité des jardins que les jardiniers et les collectivités apprécient. Au niveau régional, donc le même type d'analyse qu'au niveau national, mais décliné au niveau régional, donc je ne vais pas m'étaler. Et au niveau local, on peut descendre à la commune. Là, c'est une étude qui a été menée donc, entre Orléans et Paris en 2008 sur les chauves-souris, où on observe, donc c'est sur l'activité de chasse des chauves-souris, où elles sont beaucoup plus actives, donc 15 fois plus actives à Orléans qu'à Paris. Voilà. Et au niveau de l'individu, chaque observateur, quand il rentre ses données, a un retour automatique d'analyse. Donc il peut comparer ce qui se passe dans son jardin à ce qui se passe dans sa commune, dans son département, sa région et au niveau national. Donc le grand public peut-il recenser la biodiversité? Donc peut-être que vous avez vu dans la presse différents articles. Les observatoires participatifs ne font pas l'unanimité. Donc j'espère vous avoir convaincu. Et je voudrais juste insister donc une dernière chose. Donc les observatoires participatifs apportent de nombreux avantages, notamment sur la mobilisation d'un nombre très important d'observateurs, sur la collecte très importante de données et sur le faible coût, notamment. En temps de crise, ce n'est pas négligeable. Et sur le changement de comportement qu'on observe chez les observateurs, ça a un effet d'éducation à l'environnement. Enfin, les observateurs changent vraiment leur façon d'appréhender la nature et la gestion de la biodiversité à leur échelle. Donc je remercie toutes les associations partenaires des observatoires, sans qui ces observatoires n'existeraient pas, les partenaires techniques et financiers, et puis je vous remercie de votre attention. Merci Anne-Laure. Donc, vous avez compris là, Marc et Patrick, si vous ne tweetez pas et Facebookez pas, vous ne pourrez pas entretenir vos réseaux d'observateurs. Il va falloir s'y mettre. Ça dépend des réseaux. Il y a des réseaux plus ou moins réceptifs. Les Bretons sont-ils réceptifs? Des questions? Dimitri Meunier du Centre. Donc en fait, j'avais une question quant à l'utilisation des données. On voit bien de quelle manière vous collectez les données. Finalement, en fin de diaporama, on peut se poser la question de la qualité des données, quoique vous avez l'air rassuré. 5%, c'est vrai qu'à l'échelle d'un jeu de données, c'est faible. Par contre, on se pose la question, enfin moi je me pose la question de l'utilisation des données derrière. Est-ce qu'on y a accès? Parce que c'est principalement les questions dont on a parlé ce matin. Et si on y a accès, de quelle manière? Voilà. Donc, alors, un principe de base, on considère que les données appartiennent à l'observateur, qu'il les met à disposition du muséum et à disposition des différents coordinateurs. Donc, le muséum analyse les données au niveau national. Les coordinateurs régionaux sont invités à valoriser les données au niveau régional. S'il y a des collectivités territoriales, si il y a d'autres structures territoriales qui veulent analyser les données, donc là, elles nous contactent. On leur donne les données à leur échelle. Pour le moment, ce n'est pas automatisé, mais ça tend à s'automatiser, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Mais les données sont libres d'accès. Enfin, je veux dire, on n'a pas de restriction.
Alors, comment dire, pour les observatoires grand public, où là, on leur donne une liste simplifiée d'espèces. Donc là, ils se concentrent sur cette liste-là. Pour les observatoires sur les oiseaux ou sur les plantes, là aussi. En fait, comment dire, la saisie est standardisée. C'est des menus déroulants où il n'y a pas de saisie manuelle qui permet des erreurs d'orthographe. C'est des clics pour justement limiter au maximum les erreurs de saisie. Voilà. Un tout petit retour d'expérience, ma propre expérience, quand vous dites que les données sont accessibles, je voudrais pondérer. C'est pas mon expérience. Alors peut-être c'est la volonté d'eux, mais je suis pas sûr que la règle du jeu, que tous les observateurs, quand ils remplissent leur bordereau, ils savent pertinemment que ce bordereau en lui-même, la donnée source, pourrait être un jour utilisé par l'ADREAL, par François Surat au sein de l'Observatoire, par X ou Y. On s'adresse quand même au coordinateur régional. On informe les coordinateurs s'il y a des extractions de données, s'il y a des valorisations à leur échelle, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Voilà. Oui, merci. J'aurais souhaité savoir s'il y avait une évaluation de l'économie financière faite grâce au bénévolat. Oui, il y a une publication là-dessus. J'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais vous transmettre la publication où il avait été évalué si on devait payer tous les bénévoles qui faisaient, combien ça coûterait. J'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais vous transmettre la publication. Et Laurence, Marc, et après, une troisième question. À partir du moment où vos données ont une répartition aléatoire, comment vous faites et que vous ne maîtrisez pas, donc comment vous faites pour extrapoler, notamment avoir des cartes en continu comme vous présentez? Ce type de carte, en fait. Oui, ou même celle sur les escargots de Bourgogne, là, par exemple. Voilà. En fait, ça s'appelle du crigeage, c'est de l'extrapolation. C'est-à-dire que donc on a le plan d'échantillonnage, donc toutes les données sont standardisées, donc elles sont comparables dans l'espace. Et on va, avec le plan d'échantillonnage et avec une couche habitat, on va extrapoler les données et on va estimer quelle abondance on pourrait trouver à cet endroit là où on n'est pas allé, sachant ce qu'il y a autour et sachant le milieu. En fait, c'est des statistiques d'extrapolation. Mais donc, vous pouvez avoir sur certaines grilles une densité assez abondante de relevés, et sur d'autres grilles, 1 ou 2 points que vous allez extrapoler en fonction de ça. Alors, ce que je n'ai pas présenté là, c'est qu'en fait, chaque carte est associée à une carte d'erreur. Donc, on a une carte équivalente avec les erreurs, et moins il y a de points d'échantillonnage, plus l'erreur est possible. Plus il y a de points d'échantillonnage, moins il y a d'erreurs. Faut prendre ces cartes avec précaution. C'est vraiment des cartes de probabilité d'abondance. Faut pas les prendre comme des cartes de répartition ou faut pas la calquer avec un cadastre. C'est des cartes de probabilité d'abondance. C'est pour ça que ça. Disons, je comprends bien la fiabilité sur la donnée ponctuelle. Après, dire on a 5% sur l'extrapolation en continu, là, c'est plus du tout le cas, je pense. On est à certains endroits à 5%, parce que la donnée est 5% et l'extrapolation est bonne, donc on peut estimer qu'on... C'est deux choses différentes. Oui, mais justement, enfin voilà, c'est ça que je voulais souligner, quoi. Il y a la source de la donnée, donc l'observateur qui va aller dans son jardin, qui va identifier. Donc pour les papillons, on a une estimation qu'il y a 5% de risque qu'ils se trompent. Voilà. Ça, c'est sur les relevés en eux-mêmes. La donnée ponctuelle. La donnée. Une fois qu'on a notre lot de données, et on va partir du plan d'échantillonnage et on va extrapoler les données. Donc là, c'est en fait le pourcentage d'erreur, on va dire, il est en fonction de la distance des points entre eux. Plus les points sont éloignés. Et de l'hétérogénéité du milieu sur lequel vous l'extrapolez. Voilà. Mais c'est deux choses différentes. Vision nationale, donc forcément des gros biais.
qui sont inacceptables quand on est à l'échelle régionale, comme on a des biais à l'échelle régionale qui sont inacceptables lorsqu'on veut une vision locale. Mais bon, il y a une méthodologie qui apporte une certaine réponse, hein, mais qui est encore une fois d'envergure nationale, avec tout ce que tu as signalé derrière. Mais bon, il aurait peut-être fallu qu'il y ait aussi toute l'équipe derrière scientifique qui apporte une réponse peut-être plus pointue, parce qu'en face, Laurence est pointue sur ce domaine-là. Donc il y a des réponses peut-être plus détaillées que tu pourrais avoir en détail avec Anne-Laure. Hein. Après, juste un complément sur le plan d'échantillonnage. Donc, par exemple, les carrés de kilomètres sur 2 km, c'est bien pour avoir une vision donc, à grande échelle, au niveau national, voire au niveau régional. Dès qu'on veut avoir une vision plus restreinte à l'échelle d'un petit territoire, à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'une réserve, là, ce plan d'échantillonnage est largement pas suffisant. Il faut avoir plus de pression, beaucoup plus de points. Plus on va à l'échelle locale, plus il va falloir une pression d'échantillonnage plus forte pour avoir des données plus exploitables. Oui. Sur les données floues, type on n'arrive pas à identifier des goélands, des bécassos et autres, que faites-vous ? Quand on fait des comptages, par exemple nocturnes, on compte un nombre d'oiseaux et on n'arrive pas à identifier exactement les oiseaux. Donc on va mettre par exemple goéland, sans dire si c'est de l'argenté, du marin, Qu'est-ce qui existe là-dessus ? En fait, toutes les analyses qui sont faites au niveau spécifique, donc par exemple goéland argenté, tous les goélands SP, ils ne vont pas être pris en compte. S'il y a des analyses au niveau de la famille, là on va les prendre en compte. Moi j'avais une question, effectivement, on voit, donc là c'est Viginature, vous nous avez parlé de ces protocoles-là, on peut voir des initiatives plus locales au niveau départemental avec coordination ou pas régionale. Est-ce que vous travaillez à une homogénéisation à la fois sur le type de données, les protocoles, ou et, dans un premier temps, et sur effectivement l'accès aux données? Alors moi c'était pas sur des données Viginature, où j'ai eu les soucis pour les obtenir, mais donc sur ces autres réseaux d'observation participative où on n'arrive pas à avoir les données quand on est un service de l'État. Et je fais juste une petite parenthèse par rapport à cette question. Dans votre diagramme, il n'y a pas les services de l'État dans les partenaires. Il y a le muséum, bon, mais il n'y a pas tous les autres services de l'État et établissements publics de l'État qui pourraient éventuellement avoir besoin de ces données-là. Donc par rapport aux autres observatoires, donc il y a beaucoup d'autres observatoires participatifs au niveau local ou à d'autres échelles. On n'a pas le monopole sur les sciences participatives et on ne veut pas l'avoir, et il y a plein d'autres observatoires et il faut qu'ils aient leur identité. Donc si ils veulent travailler avec nous, on est toujours ouvert pour échanger, pour voir ce qu'on peut faire ensemble, voir si on peut monter des projets ensemble. Mais ils ont leur vie, leur identité. Donc voilà, on est complètement ouvert à des partenariats, mais je comprends tout à fait qu'il y ait des initiatives qui ne veulent pas se rallier à Viginature. Il y a un référentiel muséum, quand même, hein. Pour taxonomique. Hein. Enfin, je ne veux pas parler au nom du muséum, mais pour avoir utilisé, je vous le dis, il existe des référentiels. Ceux qui veulent les trouver, ils les trouvent. Et le muséum, on me dit que non. Les espaces protégés, on fait un gros travail avec le muséum pour avoir justement ces référentiels accessibles au travers d'une base de données comme Serena. Mais ces référentiels sont utilisables par n'importe quel autre domaine. Pour le domaine de l'eau, je confirme que le référentiel du MNHN est croisé avec celui du centre, puisque c'est eux et le CEMAGREF qui contribuent à l'élaboration du référentiel taxonomique. J'en profite, comme j'ai le micro, de poser une dernière question. Ça, c'est pas bien, hein. Mais c'est vraiment la dernière. Hein. On sait combien, enfin j'imagine que dans la salle, il y a des experts dans le dénombrement des êtres vivants. Pour l'avoir pratiqué, je sais combien la tâche est difficile. Et quand on prend 2 observateurs, on n'obtient pas le même résultat, comme vous le disiez très bien. Seulement, je reste, moi, convaincu que pour obtenir un bon résultat, il faut un expert qualifié. En tout cas, pour le domaine de l'eau, c'est très compliqué.
Je prends ne serait-ce que pour les eaux côtières ou même les eaux superficielles et continentales. Dénombrer les espèces, c'est pas simple. Et je m'interroge sur les 5%, sur la qualité des données. Je suis les deux questions, enfin les deux remarques qui ont été dites précédemment. C'est très intéressant, mais ça doit être assez compliqué après pour valider vraiment le contenu. Enfin, j'imagine que c'est assez compliqué. Vous dites que vous croisez deux cartes, mais à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. C'est vraiment une affaire de spécialiste, quoi. Voilà. Allez, une toute petite, très brève. C'est vrai que chaque observateur, on va avoir une approche différente, ce qu'on appelle le biais observateur. La chose à laquelle on tient, c'est que les observateurs sont fidèles à leur site. Et quand ils vont faire une erreur, ou quand ils vont quand ils vont compter le nombre d'oiseaux, si une autre personne arrive et va compter d'une autre manière, mais s'ils comptent toujours de la même manière tous les ans, quand on regarde l'évolution dans le temps, si l'erreur est toujours la même, c'est pas grave. Ce qui est plus embêtant, c'est quand les observateurs changent chaque année. Là, c'est bon. Non, mais c'est un vieux débat, aussi vieux que le monde. C'est quand la physique se confronte aux biologies. D'un côté, on a des appareils qui mesurent, avec des appareils qui sont normés, étalonnés. Et de l'autre côté, on a des yeux pas toujours en bon état, parfois myopes, avec des oreilles pas toujours très affûtées en fonction de l'âge. Mais ça, on sait le manipuler en biologie. Après, c'est une affaire de compromis, quoi. Comme je disais tout à l'heure. C'est une affaire de protocole. De protocole, oui, de compromis. Décidément, la biodiversité, ça fait causer. Mais qu'est-ce que vous faites, le déchet là, et autres rôles, hein? Allez, on peut ouvrir un petit peu alors sur la discussion tout à l'heure, mais on va respecter aussi le temps de parole de l'intervenant après. Donc je vous propose de garder vos questions ou vos commentaires. Et je sais bien que c'est toujours dommage de rater une de tes interventions, mais quand même, on va respecter le timing. Il y a un espace de débat après. Voilà, il y a un espace de débat après, comme dit mon collègue. Tu as bien fait de prendre la parole.